Et nous allons poursuivre, si vous le voulez bien, avec une intervention d'une personnalité de l'industrie immobilière française, Xavier Lépine, qui est le président de l'IEIF, donc l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, qui est co-organisateur avec la FPI de cette matinée, et qui est également l'ancien président de La Française, une société d'investissement, un investisseur institutionnel français. Et donc je vais lui donner la parole. Cette crise que l'on vit, cette crise sanitaire, elle a un impact extrêmement fort. On parle toujours d'accélération de tendance. Cette accélération de tendance, la réalité, c'est qu'on a en un an pratiquement une accélération de l'ordre de 10 ans. Sur quel thème est-ce qu'on a une accélération? D'abord, on peut appeler ça le remote, c'est-à-dire le fait de l'organisation du travail qui change, le fait que la compétition internationale des talents aujourd'hui, elle s'organisera également différemment. Donc le remote, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on aura entre 1 jour et 2 jours de télétravail, pour la majorité des entreprises, en tout cas dans les services. Ce qui veut dire, au lieu de passer 2 jours chez soi, on passera 4 jours chez soi, 3 jours ou 4 jours chez soi, et l'inverse sur son lieu de travail. Ce remote, ça a un impact social, sociétal, économique considérable. La deuxième chose qui caractérise finalement cette crise sanitaire, c'est qu'on voit bien qu'on est rentré dans un monde où l'incertitude est de plus en plus forte. Et on va rester dans un monde incertain. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on était préalablement dans un monde où l'efficience prédominait, c'est-à-dire une réduction des risques, alors que là, il faut que l'on apprenne à travailler avec des incertitudes. Travailler avec des risques, c'est des probabilités. Travailler avec des incertitudes, c'est juste de travailler et de développer des projets sans savoir où est-ce que l'on va aller. Donc ce n'est pas du tout les mêmes talents. Et la troisième chose, qui va être très importante, c'est qu'on voit bien que c'est la technologie qui va permettre de rendre tout cela plus efficient. Que ce soit le télétravail pour la quote-part de télétravail, que ce soit donc la manière de travailler, que ce soit la manière de réfléchir sur ces investissements. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire à partir de cela? C'est que aujourd'hui, l'immobilier était relativement, et notamment l'immobilier, que ce soit tertiaire ou d'habitation, était relativement peu concerné par tout cela, puisque finalement, on parle surtout de normes de construction, mais la réalité, c'est que le besoin d'information que l'on a va bien au-delà des normes de construction, mais également d'une information sur l'exploitation, avec une très faible transparence des données. Aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs sur on a été évoqué tout à l'heure la transformation de bureaux en logements, le zéro artificialisation nette. Avoir l'information sur déjà ce qui est disponible, c'est très compliqué. On manque cruellement, par rapport aux valeurs mobilières, on manque cruellement d'informations et de data fiables. Pour moi, l'impact, il va être considérable dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on va avoir ce que l'on peut dire, c'est j'avais noté le mot, une dispersion intrasectorielle de l'immobilier, de l'affectation des capitaux. C'est-à-dire qu'il va y avoir un transfert de capital colossal qui va se faire peut-être du bureau vers le logement ou vers la logistique, mais c'est aussi la nature même des informations qui vont évoluer. Ça va être en fait une croissance en forme de K. C'est avec une branche qui va diminuer et une branche qui va augmenter. La branche qui va augmenter, ça va être celle autour de l'information, ça va être celle autour des services, et celle qui va diminuer, ça va être celle autour de ceux qui ne le font pas. Alors, je vais vous donner quelques exemples sur cette véritable destruction créatrice. J'ai repris ici... En fait, de quoi est-ce qu'ont besoin les investisseurs? Puisque moi, quelque part, je représente les investisseurs. Oui, tout à fait. Puisqu'on est de l'épargne. Donc, on représente les investisseurs. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est en matière de bureaux ou en matière de logement, exactement, non seulement comment est-ce qu'ils sont construits, mais est-ce qu'ils sont reversibles? À quelles conditions? Aujourd'hui, j'ai besoin de savoir aussi, si je clique sur un endroit, sur une zone géographique, de savoir ce qui est en train de se faire. Quel est le PLU?
quel est le taux de vacances, quels sont très importants. Aux États-Unis, j'ai moyen, quand je clique sur New York, je sais quels sont les baux, qui sont les preneurs de baux, combien est-ce qu'ils payent, quelles sont les conditions, quelle est la durée résiduelle de ces baux. Et donc je peux me positionner en tant qu'investisseur en me disant, bien effectivement là, ça m'intéresse d'y aller parce que je vois qu'il y a une certaine dynamique, ou parce que je vois que c'est moins cher pour une bonne raison. Si je n'ai pas cette information, ou si elle est très difficilement accessible, eh bien je perds en efficience. Je vais demander une prime de risque supplémentaire. Donc c'est exactement comme avant la création du MATIF, on a un surcoût considérable du manque d'information. C'est une évidence. Un marché, pour être efficient, on a besoin d'information. Si nous n'avons pas l'information, le marché est inefficient. Il est donc plus coûteux. Il est plus coûteux pour tout le monde. On se plaint tous de la cherté de la construction, c'est une chose. Moi, je vous parle de la cherté de l'exploitation. C'est très intéressant, la construction, mais ce qu'on vit dans l'immeuble est encore plus important. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la comparaison que vous venez de faire entre ce qui se passe aux États-Unis et en Europe, on voit qu'il y a un défaut de transparence et de disponibilité et de fiabilité des informations dans notre industrie immobilière. Or, récemment, Thierry Breton appelait, en disant qu'on avait perdu la guerre des données personnelles, il appelait à gagner celle des données industrielles. Est-ce que vous pensez que dans cet élan, l'industrie immobilière en Europe a un rôle à jouer? Si elle ne le joue pas, on aura un surcoût structurel qui sera considérable et qui affectera l'économie tout entière, que ce soit l'économie du tertiaire comme l'économie du logement. Je veux dire, c'est l'utilisation des données. Moi, j'ai besoin en tant qu'investisseur de savoir que si j'achète un immeuble de bureau, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans cet immeuble. Ça, on peut me le donner par la maquette BIM, mais j'ai besoin aussi de savoir ce qui se passe dans tout l'environnement. Sur l'usage. Sur l'usage même. Parce que c'est ça. En tant qu'investisseur, je viens acheter un rendement. Je ne viens pas acheter un immeuble en tant que tel, je viens acheter un rendement. Si je n'ai pas les informations pour bien le calibrer, j'ai un problème. Et je vais au-delà de ça. On parle beaucoup de la blockchain. La blockchain, c'est quoi? C'est tout simplement une information sécurisée sur l'intégralité de l'information. Quand cette blockchain fonctionnera correctement, je saurai exactement tout ce qui s'est passé dans l'immeuble, mais également tous les gens qui les ont utilisés. Et ce qui me permet aussi, après la blockchain, de faire de la tokenisation. Je veux dire, aujourd'hui, quand j'achète, en tant qu'investisseur financier, quand j'achète Saint-Gobain, j'achète pas 100% de Saint-Gobain d'un coup. Je vais acheter des actions de Saint-Gobain. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir toute la comptabilité de Saint-Gobain pour acheter des actions de Saint-Gobain. Il y a des analystes financiers qui vont me dire cette entreprise elle a telle et telle caractéristique. Et c'est leur rôle d'analyste. Moi, en tant qu'investisseur, c'est de dire j'ai envie d'être exposé à tel facteur de risque en achetant, que ce soit des titres de Saint-Gobain ou de Total, peu importe. Je voudrais pouvoir faire la même chose sur l'immobilier. C'est-à-dire pouvoir acheter des tokens, c'est-à-dire finalement des parts, comme une sorte de share deal qui existe déjà, mais à un niveau de petitesse, de pouvoir acheter un tout petit morceau de cet immeuble, de pouvoir l'échanger facilement, de pouvoir m'exposer aux différents facteurs de risque. Les facteurs de risque de l'immobilier, ils sont connus, c'est la localisation, c'est l'état de l'immeuble, c'est l'état de l'économie à un endroit donné, et c'est le taux de vacances. Bon, ces données-là, aujourd'hui, pour les avoir, c'est compliqué. Pour les échanger, si j'ai envie de m'exposer en tant qu'investisseur, en disant, voilà, j'ai envie de prendre beaucoup de risques, donc de prendre beaucoup de VFA. J'ai envie de prendre peu de risques. On rappelle, c'est les ventes en l'état futur d'achèvement. Du VFA en blanc, c'est-à-dire sans locataire à la sortie, ou du VFA avec des locataires à la sortie. Je peux avoir envie de me sécuriser en prenant des immeubles, en même temps, une quantité de loyer sécurisée pour 12 ans. Aujourd'hui, cette construction de portefeuille, elle est possible, mais elle est complexe. Si demain j'ai l'information, et si demain je peux acheter et vendre ces facteurs de risque, globalement, je vais demander une prime de risque plus faible,
parce que je pourrais mieux la gérer. Exactement comme le marché à terme des instruments financiers me permet de gérer mes risques, l'exposition de mes risques en matière d'actions ou d'obligations. Donc vous appelez à une plus grande fluidité des actifs. Moi, bien sûr, un marché plus liquide est un marché plus efficient. C'est un marché plus liquide et donc plus efficient, donc moins coûteux. Donc moins coûteux pour tout le monde. C'est moins coûteux pour les gens qui fabriquent, c'est moins coûteux pour la prime de risque que l'on va demander en termes de loyer ou en termes de prix de vente devient plus faible. Je veux dire, tu évoquais tout à l'heure le fait qu'il y a des surcoûts de construction liés aux normes. C'est certain, c'est un problème. Mais moi, je veux dire que l'organisation industrielle de l'industrie immobilière ne favorise pas non plus une baisse des coûts qui ne sont pas directement liés finalement à la production des immeubles. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est dans l'exploitation et dans l'investissement que l'on peut réduire singulièrement ces coûts au bénéfice de toute la chaîne, que ce soit les acquéreurs, les locataires, et quelque part également le partage de cette information. Est-ce que vous imaginez, pour faire un parallèle, qu'on aurait pu développer un vaccin contre la Covid en même pas un an, sans partager les informations. C'est l'open data, c'est l'open source, c'est le partage dans la communauté de l'information qui permet finalement d'aller plus vite et d'être plus efficient. Ça n'empêche que ça ne s'est pas fait au détriment de la rentabilité. Je veux dire, ceux qui fabriquent ces vaccins, ils vont gagner de l'argent. Ils auraient pu dire non, moi je continue de travailler tout seul dans mon coin. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. On est dans un monde où la valeur ajoutée vient de la connaissance de l'information. Donc la connaissance de l'information, le partage de l'information et la valeur ajoutée que l'on peut créer à partir de l'information, c'est crucial. Et donc c'est vrai que ça change de métier. Ça change complètement les métiers des gens. Les analystes financiers en valeur mobilière aujourd'hui ne font pas du tout la même chose que ce qu'ils faisaient il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Les conditions dans lesquelles ils les font sont différentes. Et ça va être pareil pour tous les acteurs de la chaîne, y compris bien évidemment les épargnants. Je veux dire, Oui, c'est intéressant que vous parliez des épargnants parce que justement, vous parliez de la fluidité des parts de possession d'un actif immobilier, enfin d'un bien, d'un immeuble, d'un bien immobilier. Or, il se trouve que vous étiez le patron de la Française qui a de nombreuses SCPI et on sait très bien que la collecte a été très forte l'année dernière. Donc, ce que vous appelez, vous, c'est à une nouvelle génération de produits immobiliers qui soient plus fluides que les parts de SCPI ? L'immobilier reste un actif d'intensité capitalistique très élevée à duration longue. Vous l'avez aussi quand vous achetez l'OAT, l'obligation assimilable du Trésor. Si vous achetez une OAT à 50 ans, vous achetez effectivement une exposition au facteur de risque d'inflation très élevé. Mais pour réduire le coût de cette OAT, vous pouvez acheter pour 10 000 euros d'OAT. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter pour 10 000 euros d'un facteur de risque immobilier. Et c'est là le problème. Donc je dis simplement, je ne dis pas une nouvelle génération de produits d'épargne, je dis une nouvelle génération d'informations qui permettent aux acteurs de l'immobilier, à toute la chaîne de l'immobilier, d'être à même de réduire tous ces coûts, de façon à les rendre... Et l'information permettra de le faire. Alors ça peut prendre 10 ans, je ne sais pas qui va le faire. Est-ce que ça va être un GAFA qui va venir disrupter tout le monde et dire « vous êtes gentil, je m'associe avec un broker ou avec la chambre des notaires parce que c'est eux qui ont l'info et finalement je vous vends l'information ». Parce que c'est des investissements considérables. Oui, c'est d'ailleurs le modèle qui s'est développé avec CoStar aux États-Unis, qui fait qu'il y a un acteur principal qui partage la totalité de l'information en toute transparence pour les acteurs immobiliers, sauf que évidemment c'est payant. Oui, mais c'est payant, mais aujourd'hui le coût de la rareté de l'information est beaucoup plus fort que ce que vous avez à payer. Oui. Donc, vous savez que le jour où Tesla a dit, Elon Musk a dit, bah, écoutez, je mets en open source tous mes brevets, qui veut me copier, vient me copier. Bien, curieusement, ça a plutôt fait monter le cours de Tesla que ça l'a fait baisser. Oui.
Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, le contexte dans lequel on est depuis maintenant plus d'1 an, c'est-à-dire la pandémie, ne fait qu'accélérer des choses qui étaient déjà présentes et qui sont absolument indispensables aujourd'hui, c'est-à-dire une plus forte transparence, fiabilité et digitalisation de notre industrie immobilière. Est-ce que c'est ça? Oui, je pense que, oui, bien sûr, je pense que c'est une opportunité fabuleuse d'accélération. On était parti pour le faire, mais très lentement. Des acteurs un peu dispersés, je vais faire un petit groupe de travail sur tel ou tel sujet. Un coup c'est sur la tokenisation, un coup c'est sur l'information sur qui ou quoi. Bon, alors après on va me dire il y a RGPD qui pose problème, etc. Si on veut trouver des problèmes, pour le coup il n'y a pas de problème pour en trouver. Oui, mais je pense que RGPD c'est légitime, on ne peut pas prendre ça comme excuse. Ça n'empêche pas de pouvoir rendre plus fiable et transparente l'information immobilière, parce que quand même, dans notre industrie, il y a une culture, non pas plus maintenant du secret, elle a existé au siècle dernier, mais il y a quand même une culture, enfin, on est toujours un peu dans le flou, non? Aller trouver les informations, reste l'exhaustivité de l'information et la fiabilité de l'information, et pouvoir en trouver des algorithmes pour prendre des décisions, c'est encore extrêmement complexe. Bon, regardez, je vais prendre un autre exemple. On a le Grand Paris qui se crée, les 200 km, les 68 stations. On sait qu'on va être à 10 minutes à pied d'une station, ça va prendre de la valeur. Mais finalement, le big data, il devrait être là pour nous aider à décider, en tant qu'investisseur, et de se dire, telle gare ou tel emplacement va prendre plus de valeur que tel autre, pour tout un tas de raisons qui sont liées à la connaissance des données. Et ce n'est pas uniquement de dire il y a une gare, il y a énormément de paramètres. Le big data, c'est prendre des données sociales, sociétales. Sur tout l'écosystème en fait, qui est autour de... Je vais prendre peut-être un exemple plus simple dans le logement. Aujourd'hui, par la Chambre des notaires et par la base des impôts, vous avez toutes les transactions. Vous voulez savoir à combien s'est vendu l'appartement à côté de chez vous pour en chercher un autre. Vous avez l'information. Vous avez une information assez frustre, mais vous avez une information vous disant le 100 mètres carrés, il s'est vendu à 1,5 million, 1,3 million, 2 millions, etc. Mais cette information, elle est encore c'est déjà énormément plus qu'avant. Mais en fait, vous ne savez pas l'état de l'appartement, vous ne savez pas s'il est au premier étage, au dernier étage, si c'est un bel immeuble, un immeuble moche, etc. Le big data peut vous permettre de rentrer, même par des photos, d'interpréter et de se dire pourquoi est-ce qu'il y en a un qui s'est vendu à 10 000 € et l'autre à 14 000 alors que c'est dans la même rue. Il y a une explication. Donc cette explication, c'est encore compliqué de l'avoir. Qu'est-ce qui empêche demain un acteur du big data de dire je prends toutes les photos qui sont disponibles sur les sites pour expliquer par exemple la différence de prix, donc je me fais une médiane de prix, j'ai une information beaucoup plus forte qui permet effectivement à celui qui va vendre et à celui qui va acheter d'avoir une meilleure information sur le réel prix que vaudrait ce bien à un moment donné. Et ça c'est important parce que finalement on parle beaucoup de l'inflation des prix de l'immobilier, surtout du logement du fait de sa rareté, c'est bien réel, mais en même temps, est-ce que c'est le juste prix? Est-ce qu'en donnant cette information, est-ce qu'on va faciliter finalement la transaction? Est-ce que c'est au détriment des intermédiaires? Peut-être. Bon, il y a plein de professions où les intermédiaires ont évolué. Ceux qui étaient le plus à la pointe, ce sont ceux qui ont emporté finalement, dans tous les secteurs d'activité, c'était comme ça. Hein. Celui qui était le plus moderne, c'est celui qui a disrupté les autres. Celui qui est resté en disant, vous savez, moi, j'ai une information confidentielle off-market, généralement, c'est lui qui devient off tout court. Je caricature un peu, mais... Oui, non, mais je suis entièrement d'accord, je pense que nombreux sont ceux qui sont d'accord avec vous. Et ça, c'est dans tous les domaines d'activité, c'est pas que dans l'immobilier. Oui. L'immobilier est très à la traîne. Extrêmement à la traîne par rapport aux autres activités industrielles. Donc là, l'ensemble de la chaîne doit s'interroger et peut-être on va voir émerger des acteurs
soit de ces secteurs-là, soit venant des GAFA qui vont développer ces activités. D'accord. Ça peut venir aussi peut-être du gouvernement français ou d'un consortium d'acteurs? L'idéal, ça serait effectivement un consortium. J'ai toujours, à titre personnel, un peu peur des consortiums, parce qu'il y a trop de gens intelligents qui discutent autour du même sujet. Donc c'est un peu le règne du oui, mais en soi, ça serait le plus intelligent. Est-ce que ça sera le plus efficace? C'est un autre thème. Alors pour en revenir à l'IEIF, donc quelle est la vision que vous avez, vous, l'IEIF, pour cette année 2021 qui vient, sur bien, ce grand mouvement nécessaire, j'y reviens, de digitalisation? C'est ce que appelait de ses voeux la présidente Alexandra François-Cuxac à la fin de son intervention. Vous, de votre côté, comment vous envisagez les choses? De notre côté, on ne peut que soutenir tout développement qui concourra à la transparence de l'information. Parce que notre métier à l'IEIF, c'est d'interpréter ces informations, c'est pas de les collecter. Donc, effectivement, on est obligé très souvent de les collecter par faute parce qu'elles ne sont pas facilement disponibles. Oui. Donc moi, je préfère que l'IEIF, qui aujourd'hui passe, mettons, 60% de son temps ou 70% de son temps à collecter des données et seulement 30 à 40% à les interpréter, bien que l'on inverse. Parce que la valeur ajoutée, elle se fera au niveau du cerveau, pas au niveau d'une information qui devrait être aujourd'hui disponible. Oui, et d'ailleurs, c'est la mission de votre organisation. Tout à fait. C'est de donner du sens aux informations pour éclairer le devenir de notre industrie, finalement. Tout à fait. Et cette chaîne, c'est la continuité de cette chaîne, c'est-à-dire qui va du promoteur jusqu'à l'utilisateur, c'est cela qu'il faut faire. Xavier Lépine, je vous remercie pour cette intervention qui éclaire donc le devenir de notre industrie.